J'ai pas de PowerPoint. Je vais vous lire, en fait, ma présentation aujourd'hui. Donc, comme mon titre le dit, je parle du quotidien des femmes en prison. Je me demandais comment j'allais présenter à la fois peut-être qu'est-ce qui est sorti de mon mémoire, mais à la fois ma méthodologie qui sortait un petit peu de l'ordinaire, puis en même temps, pourquoi le quotidien des femmes en prison, plutôt que de parler, je ne sais pas, du système ou de... Donc, je me suis demandé comment j'allais faire ça. Je me suis dit, dans le fond, je pense que je vais partir de où est partie ma réflexion, où est parti mon questionnement, puis un petit peu vous amener à me suivre là-dedans. Donc, tout est parti au départ quand j'ai lu un livre d'une étude ethnographique portant sur la contre-culture des gars de la classe ouvrière dans une école secondaire dans les années 70, en Angleterre, de l'auteur Paul Willis. Donc, a priori, on peut se demander c'est quoi le rapport entre des gars dans une école secondaire en 70 en Angleterre avec des femmes en prison au Québec. Ça part du fait qu'à ce moment-là, j'étais intervenante auprès des femmes judiciarisées. C'était mon premier contact avec le système correctionnel. Puis, comme beaucoup de personnes, la prison faisait partie de mon imaginaire, mais sans plus. Mais au contact de ces femmes, de leur vécu, j'ai jamais cessé après de questionner ce système. Donc, c'est entre autres pourquoi, à ce moment-là, dans le livre de Paul Willis, j'ai vu certaines similitudes qui sont venues répondre à des questionnements. Parce qu'à l'époque, même si aujourd'hui, c'est des questions qui me paraissent relativement naïves, il faut bien passer par là, c'est un processus d'apprentissage. Il m'est arrivé souvent... bonjour! Il m'est arrivé souvent de percevoir chez les femmes une forme de résistance quant à leur participation dans des programmes de réinsertion sociale. Je cherchais des réponses à m'expliquer pourquoi je sentais cette résistance-là, pourquoi elles étaient si réticentes. Puis ce que je trouvais finalement, je trouvais qu'on tombait facilement en expliquant cette résistance-là comme un entêtement ou comme un refus de s'en aller dans la bonne direction, de s'en aller vers la réinsertion sociale. T'sais. Finalement, c'était comme si ça relevait juste des femmes en tant que telles. C'était leur propre décision. Mais dans le livre de Paul Willis, il amenait l'idée qu'une contre-culture qui portait sur les garçons, qui s'exprimait entre autres dans une posture anti-école, les garçons narguaient beaucoup le système scolaire, tout ça, il amenait l'idée d'une tentative de réappropriation d'un espace, un espace qui semble ne pas vouloir d'eux. J'aimais cette idée de réappropriation, puis je me demandais si ce n'était pas les mêmes logiques qui pouvaient conduire les femmes à bouder les programmes. J'ai cherché des études similaires dans le milieu carcéral, ce qui m'a amené à lire sur la culture en prison, puis toutes les études sur les codes des détenus, sur les trajectoires de vie carcérale, toutes ces études-là. Mais à mon sens, j'obtenais peu de réponses satisfaisantes. Non seulement la plupart des écrits, non seulement il y a peu d'écrits sur les femmes en prison, en plus, il y a encore moins d'écrits sur les femmes en prison au Québec, puis il y a encore moins d'écrits ethnographiques sur les femmes en prison. Donc, je trouvais, c'est ça, peu de réponses, puis mes lectures semblaient souvent camper dans des positions ou une posture qui venait responsabiliser ou individualiser la criminalité. Ça allait gratiner un petit peu ma fibre sociologique quand je les lisais. Donc, c'est à l'été 2015 que ma directrice de maîtrise m'a fait découvrir un auteur, sociologue, journaliste allemand qui s'appelle Siegfried Kracauer, par la lecture d'un recueil de feuilletons qui portait sur les employés de Berlin des années 30. Bon, encore une fois, les employés de Berlin des années 30 puis les femmes en prison, les liens, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Donc, les employés, ils voulaient dire les personnes qui travaillaient dans des boutiques ou dans des cafés, à contraster à des ouvriers dans des usines. Les feuilletons de Kracauer, ça ressemble à des petits textes, c'est semblable à des essais. Ils sont parfois théoriques, mais des fois, où ils ont pour objet une idéologie, mais des fois, ils sont bien ancrés dans la culture matérielle puis dans le quotidien. Kracauer a transformé un peu mon regard sur la culture, puis il m'a amené à poser mes yeux sur plutôt des détails du quotidien.
qui, à première vue, on pense futiles, mais qui peuvent parfois révéler du sens puis de la compréhension. Donc, avec ma directrice, j'ai développé des principes méthodologiques basés sur les écrits de Krakauer. Donc, une sociologie des manifestations discrètes de surface, comme lui, il l'appellerait. Dans ces principes-là, il y a d'abord l'accent sur les détails, donc les détails du quotidien, les choses qui nous paraissent futiles ou même les choses qu'on ne remarque pas, par exemple, parce qu'elles sont tellement souvent là qu'on a tendance à plus les voir. Le deuxième principe, c'est une méthode empirique, donc, qui s'éloigne un peu des théories, qui vient s'ancrer dans qu'est-ce qui se passe réellement quand on est dans des... Comme par exemple, il y a un feuilleton où il parle des bureaux de placement au chômage, mais on peut théoriser sur le chômage, mais quand on est dans le bureau, puis quand on regarde les jugements avec le juge sur les décisions, des fois, on en vient à tirer des choses différentes. Troisièmement, c'est sa posture en tant que journaliste, sociologue. À l'époque, nous, aujourd'hui, on peut dire qu'il était sociologue, mais je pense qu'à lui, il avait une formation en architecture au départ. Il s'est mis à écrire des feuilletons dans des journaux, puis fait que somme toute, Krakauer était aussi un employé. Donc, sa posture qui est à la fois une posture d'attente, comme lui, il le nommerait, qui vient se positionner un peu comme s'il se mettait étranger envers les employés qui pourtant partagent le même mode de vie. Mais ça reste une posture proche des gens, qui est réflexive. C'est sûr que quand on recule dans les années 30, des fois la réflexivité, par exemple, si on veut parler d'une réflexion féministe, c'est sûr que Krakauer n'était pas si réflexif. D'ailleurs, il n'a pas tant inclus les femmes dans ses feuilletons. Donc, mais ça reste une posture qui est quand même, c'est ça, proche des gens. Puis, finalement, un style littéraire. Dans son écriture, Krakauer est vraiment, ses essais, c'est vraiment un style très, très littéraire, très imagé. Donc, c'était quand même un pas pire défi de cette petite partie-là, justement. Fait que j'ai débuté mon terrain de recherche en 2015, en août 2015, puis je l'ai terminé vers avril-mai 2016. Fait que vous vous en doutez, j'ai été témoin donc du déménagement. J'ai suivi le déménagement, puis c'est aussi ce qui a un peu mis fin à mon terrain prématurément. J'étais supposée de le continuer pendant à peu près un petit peu plus ça durait à peu près 8 mois. J'avais l'intention de faire 1 an à peu près, mais avec tous les chamboulements, c'était devenu impossible pour moi de continuer. Fait qu'en tout, j'ai cumulé une centaine d'heures d'observation, des discussions informelles avec les femmes, avec les employés, avec le personnel. J'ai aussi 6 entretiens individuels avec des femmes incarcérées, à défaut d'en avoir plus. Ça aussi, au pire, vous me poserez des questions si vous voulez savoir pourquoi. Donc, j'ai pas besoin de vous dire que c'était vraiment énormément d'informations. Mais qu'à la manière de Krakauer, j'ai décidé de venir restituer mes observations puis mes analyses sous forme de feuilletons. Donc, les feuilletons tracent les contours d'une situation typique, mais spécifique au milieu carcéral. Donc, il faut garder en tête que les feuilletons ne sont pas là pour illustrer une théorie. Ils constituent vraiment un cas exemplaire de la réalité, comme un instantané. Il tente de prendre la mesure d'une situation à peine entrevue jusqu'alors. Ça, c'est les mots de Krakauer. Donc, chaque feuilleton prend comme point de départ une activité, un lieu, un événement, une rencontre. Ces points de départ constituent le contexte puis les circonstances dans lesquelles ils prennent place. Ensemble, les feuilletons mettent également en évidence les conditions de vie matérielles et sociales de l'incarcération des femmes. Donc, je vais vous lire aujourd'hui un feuilleton pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne comme résultat. C'est ça, il faut garder en tête qu'idéalement, les feuilletons forment un portrait. Fait que c'est sûr que pris tout seul, ça donne vraiment une situation, mais évidemment, il ne faut pas venir penser que c'est à l'image de tout le quotidien ou l'incarcération des femmes. Mon mémoire est disponible en ligne si vous voulez aller jeter un œil sur les autres feuilletons. Donc, je vais vous lire un feuilleton qui porte sur une activité de création d'un journal. J'ai choisi celui-là aujourd'hui parce qu'il parle justement de ces espaces intermédiaires de résistance ou de réappropriation qui existent dans la prison.
dont on parle souvent très peu. Évidemment, il faut retenir que ces espaces-là sont quand même une brèche dans un univers qui reste encore quand même traversé par beaucoup de souffrance, puis de méfiance, puis de violence. Donc, je vous lis ça. Vous êtes prêts? Donc, il est 13 heures. Je reviens tout juste de dîner avec le personnel, comme à chacune de mes visites, depuis 3 mois dans le cadre de ma recherche sur le quotidien des femmes en prison. Accompagnée d'un agent correctionnel, je me dirige vers un local dans lequel les femmes sont en pleine séance de rédaction de la première édition du journal des détenus, Le Nôtre. Ça, c'est le titre. Nous sommes au sous-sol de la prison, dans un petit local qui s'apparente à une salle de classe de secondaire, grillage aux fenêtres en plus. C'est ici que la plupart des classes se déroulent. Mathématiques, anglais, français, francisation. Mais aussi des activités et programmes de réinsertion, programmes de bienvenue, de préparation à la sortie de prison ou encore des séances d'information sur différents organismes ou ressources à l'extérieur. D'autres programmes ont lieu dans les salles au premier étage, la salle disco, qu'on appelait à l'époque, qui n'a de disco que la boule de miroir accrochée au plafond, témoignant d'une époque de soirée de danse révolue. Anne-Marie, l'animatrice de l'atelier, est assise derrière un bureau. Elle semble à l'aise, elle est souriante. Elle explique les étapes restantes de la production du journal aux femmes présentes. Si elles étaient plus nombreuses au début, elles sont aujourd'hui que 3. Suzanne, Lise et Josée. Les 2 premières ont dans la cinquantaine et la 3e fin trentaine. Les 3 ont été incarcérées dans le passé. Anne-Marie l'animatrice, leur présente la première version du journal qui a été mise en page en suivant leurs conseils. Les femmes sont impressionnées et semblent très satisfaites du résultat. Elles aiment particulièrement le logo créé par une des leurs. Si elles sont accompagnées par Anne-Marie, les femmes sont responsables des décisions relatives au contenu et à la mise en page. En effet, elles écrivent elles-mêmes les textes. Des poèmes, des recettes, des conseils pratiques, des témoignages. Elles annoncent justement à Anne-Marie qu'elles ont trouvé un volontaire pour un témoignage, une femme inuite qui racontera une anecdote liée à sa culture. Elle précise qu'il sera écrit en inuktitut et traduit en français et que les 2 versions seront publiées dans le journal. Suzanne m'explique pourquoi elles étaient plus nombreuses au début de l'atelier. C'est que la plupart ont été exclues par les femmes elles-mêmes en raison de leur chialage chronique. Lise renchérit, spécifiant que le chialage fait partie du quotidien en prison et qu'elles avaient envie d'un journal positif. Le titre de mon feuilleton, c'est « La création d'un journal positif », je ne l'avais pas mentionné. Si certaines ont été exclues, d'autres ont quitté par elles-mêmes, soit par désintérêt, soit elles ont simplement terminé leur sentence. L'ambiance de l'activité reflète cette décision de journal positif. Les femmes me semblent décontractées, enthousiastes et les discussions vont bon train. Elles regardent où elles en sont et se chamaillent sur l'ordre de parution des textes. L'une croit que les mots de remerciement devraient se trouver au début, d'autres plutôt à la fin. Finalement, elles parviennent à un consensus. Ce sera au début. Les discussions sont animées et ponctuées de rires. En effet, les femmes ont décidé de remercier l'agent de programme ayant donné son aval pour le projet du journal, entre autres pour la confiance accordée et son travail en général. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut remercier ici. Alors, si on peut, on va le faire, dit Suzanne. Elles enchaînent sur la section des poèmes. Suzanne demande aux femmes justement de l'aider avec un poème qu'elle compose, un poème d'anticipation de sa sortie de prison qui approche. Bien qu'il ne s'agisse pas de sa première sortie. Il lui manque une phrase pour la fin. Les femmes lancent l'une après l'autre des phrases qui riment avec celles qui précèdent, toutes plus drôles les unes que les autres. Elles rient de bon cœur. Dans ce petit moment de frénésie passagère, typique au milieu carcéral, selon mes observations, le témoignage de plusieurs femmes incarcérées, selon mes observations et le témoignage de plusieurs femmes incarcérées, Suzanne s'emporte un peu et fait une envolée lyrique sur la jeunesse. Elle explique qu'avant, dans sa jeunesse, les femmes qui étaient incarcérées étaient dans les hells puis toutes, et que c'était des vrais toughs, et que les jeunes respectaient les plus âgés. Aujourd'hui, selon elle, il ne régnerait plus de respect. À ce moment-là, elle se lève pour imiter la démarche des jeunes et déclare « Mais là, elles ont la casquette sur le côté, puis les culottes à terre, puis elles font yo, yo, yo. » Tout le monde éclate de rire. Les 3 femmes s'emportent et se lancent quelques blagues sur les jeunes, sur les chialeuses, et bien sûr, on peut s'en douter, écorchent l'humanité des agents et agentes au passage.
Je trouve ces moments de discussion déconcertantes où les sujets basculent entre banalité et souffrance en l'espace de quelques secondes. Alors que nous étions en train de reprendre notre souffle après ce petit moment d'euphorie, Suzanne se rassoit et ne rit plus du tout. Son visage affiche une expression réflexive. Dans le fond, je ne fit plus ici, déclare-t-elle, comme si elle s'adressait à elle-même. Lise lui répond tout de même, « Ben, c'est peut-être mieux de même, non? » Suzanne reste pensive un moment, puis s'adresse à Lise d'un ton qui me semble artificiellement joyeux. « Ouais, vaut mieux en rire qu'en pleurer, n'est-ce pas, Lise? » Ce à quoi elle répond d'un air triste, « Ouais, parce que, tu sais, c'est vrai que c'est triste ici, il y en a qui crient la nuit. J'ai commencé à avoir des douleurs à l'estomac tellement c'est triste. » Un court silence s'installe. C'est Josée qui rompt le silence en premier. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis le début de l'atelier. Elle confie se sentir un peu bizarre aujourd'hui, un peu comme si elle était sous l'effet d'une drogue. Elle raconte que la semaine dernière, elle a été hospitalisée en raison d'une réaction à un traitement de méthadone. Depuis, elle est toujours sur la méthadone, mais elle continue à ne pas se sentir très bien. Suzanne lui dit que son traitement, c'est de la merde, qu'elle ne devrait pas prendre la méthadone. Elle croit que lorsqu'elle sortira, le traitement l'amènera à récidiver. Josée répond d'un ton découragé qu'elle le craint elle aussi. Un silence s'installe à nouveau. La pause café approche et Lise tente désespérément de changer l'ambiance installée depuis quelques minutes. Elle demande aux femmes ce qu'elles pensent des conseils qu'elle a prodigués dans le journal. Ce sont des conseils sur le quotidien en prison, par exemple. Que faire lorsqu'on peut ne pas dormir à cause de la chaleur? Suzanne et Josée et Anne-Marie ne trouvent rien à redire. Elles trouvent les conseils parfaits. À ce moment, une femme arrive avec la machine à café. C'est la pause. Pendant que les femmes boivent leur Xème café, aussi appelé le sérum de vie par Sacha, tant les femmes carburent à ce liquide, je discute avec l'animatrice. Elle me dit apprécier beaucoup sa première expérience auprès des femmes incarcérées. À mon souvenir, elle est enseignante en littérature, mais j'en ne suis plus certaine. Elle me confie qu'une des premières choses qu'elle a remarquées chez les femmes, c'est l'authenticité, voire une certaine impudeur. Non pas qu'elle en ait été choquée, mais plutôt surprise. Pour concrétiser son propos, elle me lancera cette phrase qui me fait pouffer de rire instantanément. « Ça fait même pas 2 minutes que je les connais, puis elle me parle déjà de leur vagin. » J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Ça faisait écho à mon expérience passée en intervention aussi. La pause café se termine. Nous reprenons nos places dans la salle de classe. Pendant qu'Anne-Marie donne des conseils à Lise afin de soulager les douleurs d'estomac, Josée et Suzanne discutent des relations amoureuses en prison. Curieuse, Lise se joindra à la conversation, laissant en plan Anne-Marie. En fait, c'est comme si soudainement l'animatrice et moi étions invisibles. Les femmes parlent entre elles, à mi-voix, d'un cas particulier. Je reprends le dialogue. Lise. Moi, je pense qu'elles sont 2 au secteur B. Suzanne. Ben non, il y en a une qui est rendue au max. Lise. Ah ben oui, OK. Josée. Ben ça va plutôt mal, ça va péter quand elle va revenir en population générale. Lise. Comment ça? Suzanne. Ben elle s'est amourachée à peu près. Puis dans le fond, l'autre, elle a une nouvelle blonde déjà. Quand elle va venir, quand elle va voir qu'elle a fait exprès de faire des conneries pour rester en dedans parce qu'elle est dépendante affective et que l'autre s'en crisse, ça va être beau. Puis là, Lise, ouais. Le soir qu'elle va revenir, on va mal dormir. Les femmes éclatent d'un rire complice. Suzanne dit à Lise qu'elle a une drôle de bête, une bête sympathique, qu'elle est attachante. Lise sourit, mais répond rien, un peu comme si ce compliment la gênait. Josée revient sur les relations amoureuses. Mais quand je suis venue il y a 8 ans, c'était bien plus lousse. Moi, j'avais une blonde en dedans à l'époque, et lors des parties dans la salle disco, on pouvait se bécoter, puis personne n'intervenait. Plusieurs femmes et aussi des membres du personnel m'ont parlé de cet enjeu que représente l'intimité entre les femmes détenues. Chacune et chacun y vont de leur explication. C'est pas l'endroit pour ce genre de choses, c'est indécent, ça crée des conflits, c'est que les femmes risquent d'être une mauvaise influence l'une pour l'autre. Si l'arrêt d'une séance de bécotage peut être raconté comme un exploit par des membres du personnel, fiers de faire respecter les règlements ou leur autorité, d'autres membres du personnel sont moins à l'aise. Pour eux, il s'agit encore une fois de dilemme. L'animatrice ramène délicatement la discussion sur le journal. Elle rappelle qu'il y a toujours un espace vide à combler dans le journal et que le temps passe vite. Il ne reste que quelques minutes avant la fin de l'activité. Les femmes délibèrent. Ce pourrait être une recette, un poème ou encore des pensées religieuses pour celles qui sont catholiques, précise Lise. L'idée des pensées religieuses ne fait pas l'unanimité. Suzanne affirme qu'il n'y a pas juste des femmes catholiques et qu'il faut que le journal soit inclusif.
Suzanne revient sur les relations amoureuses et dit qu'il serait intéressant de parler de ce sujet. Mais José est d'avis que la direction ne leur permettra pas de le faire. Suzanne revient à la charge et dit que cela pourrait être fait de manière rigolote. L'animatrice aime bien l'idée. Suzanne renchérit. Oui, on pourrait parler des rapports, mais Anne-Marie affirme qu'il serait plutôt préférable de parler de relations pour éviter la confusion. Suzanne, le sourire en coin, continue sur sa lancée. On pourrait parler des relations sexuelles, s'exclame Lise, et Suzanne qui répond « C'est ça! » Tout le monde pouffe de rire. Les femmes s'entendent finalement pour l'ajout d'un espace courrier du cœur anonyme. L'heure de la fin est arrivée. Les femmes sont appelées vers le secteur pour le décompte avant la sortie de cours. À ma connaissance, ce journal est le seul et unique édition, du moins pour l'instant. Comme beaucoup d'activités ou de programmes en prison, plusieurs ne réussissent pas à passer à travers le temps, par manque de financement ou de personnel, mais aussi par manque de participation. Voilà. Merci. Avez-vous des questions? Oui, si tu veux, oui. Donc, je peux passer dans la salle avec le micro. Dites-moi. Ne soyez pas gênés. Oui, bonjour. J'aimerais savoir c'était quoi pour toi le plus grand défi dans la récolte de tes données? C'est une vraiment bonne question. Il y en a eu plusieurs. C'est sûr que je pense que faire un terrain en prison pour un chercheur, une chercheuse, c'est vraiment quelque chose qui représente énormément de défis parce qu'on a très peu de liberté, parce qu'on se fait aussi évidemment confiner à certains endroits précisément, puis on n'a pas accès à d'autres. C'est que ça donne toujours des données qui sont, somme toute, peut-être pas représentatives, qui sont difficiles à venir insérer dans quelque chose de plus grand. Je pense qu'un des plus gros défis, c'est d'être témoin d'un milieu qui nécessite d'être grandement repensé, puis de sentir qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire quand on est là, puis qu'on se dit, ben, c'est quoi mon pouvoir là, en tant que fille qui s'en vient, étudiante, faire sa maîtrise sur un terrain en prison, c'est quand même... Donc ça, puis l'attente, ça c'était un des plus grands défis. Attendre souvent, attendre qu'on vienne me chercher pour m'amener quelque part. Surtout pendant le déménagement, ça a été un des moments où c'était tellement rendu chaotique que j'ai passé des fois beaucoup d'heures à attendre. Donc, ouais. Puis aussi le défi de collecter autant d'informations par une ethnographie, puis de vouloir parler d'à peu près tant de choses, puis de finalement pas avoir les moyens pour le faire. Ouais. Avez-vous une autre question? Tout le monde est calme. Ben ouais, vous êtes calme, hein? Ah! Je me demandais si vous aviez réussi un peu à répondre à votre hypothèse de départ sur la résistance des femmes à participer à des programmes de réintégration. Mm-hmm. Bien, c'est sûr que c'est ça, c'est le questionnement au fil du temps à travers l'ethnographie a fini par se modifier. Mais 2 ans plus tard de la fin de ma maîtrise, aujourd'hui, évidemment, j'ai continué les réflexions. Puis c'est sûr que pour moi, je pense qu'il y a une bonne partie de la réponse qui s'inscrit dans un système qui, dans les faits, est juste à l'image du fait que les femmes, dans notre société, on ne répond pas à leurs besoins en général. Elles sont parmi les femmes, elles sont parmi les populations les plus pauvres. Je pense que ça se situe encore dans le fait qu'on incarcère majoritairement des personnes de statut socio-économique très, très précaire. Hein. Donc, ouais, donc on ne peut pas s'attendre, je pense, à ce que des femmes puissent se retrouver dans des programmes qui, peut-être, répondent pas vraiment à leurs besoins dans les faits, puis même, limite, ne sont pas faites, peut-être, pour
les amener réellement à ce qu'on veut qu'elles se réinsèrent dans la société. Parce qu'avant tout, c'est sûr qu'il faut aussi se poser des questions en tant que société de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend de l'incarcération, qu'est-ce qu'on attend de mettre les gens en prison, puis qu'est-ce qu'on attend aussi de la réinsertion sociale. On a énormément de travail à faire encore à propos de ça. Fait que, ouais, ça serait la réponse que je dirais. Ouais. Salut, on Allô? se voit pas. Je m'appelle Alexis. Dans le fond, j'étudie les loisirs en prison pour femmes. Puis je voulais juste dire, ça a l'air super intéressant. Puis je vais définitivement lire ton projet. Puis j'aimerais ça qu'on réseaute après. Ah, ben oui! Fait que c'est tout. J'ai pas de questions pour l'instant, mais je vais en avoir comme C'est bon. 75 demain sûrement. Là. Fait que c'est ça. Merci. Une autre question? Merci! Merci.